Martin Milolo, bonsoir. Bonsoir, cher Fabien. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en RDC et à travers le monde. Formidable. Vous êtes coordonnateur national du Forum citoyen, mouvement citoyen. Vous êtes juriste, analyste indépendant. Exact. Et mouvement citoyen, je crois que ce n'est pas une piqûre, comme le disait un acteur politique. Vous étiez très instrumentalisé par des réseaux financiers. Apparemment, ils vous ont abandonné. Pourquoi? Ces réseaux, Soros, Mo Ibrahim et quoi encore? Glencore et tout ça, qui vous ont amené dans des forums à l'international. Vous avez été nourri aux mamelles de ces réseaux. Pourquoi vous ont-ils abandonné? Bon, j'étais en train de rire quand vous aviez commencé la phrase. Vous avez oublié, tout simplement, on entend, vous êtes manipulé par les Occidentaux, par le prédateur. Alors, mais je me dis, aujourd'hui, on a par exemple Hold Up qui révèle tout le monde. Il dit, voilà, il y a eu ceci, il y a eu des réseaux qui ont entretenu les mouvements citoyens, qui ont dit ce que nous entendons de gauche à droite. Hold Up est là, il peut aussi révéler sur des choses. Mais c'est que sérieusement, il faut dire ce que la question ne devrait pas se poser en ces termes-là. La question est celle de savoir, est-ce que les revendications des mouvements citoyens, est-ce que les faits pour lesquels les mouvements citoyens se sont activés pour revendiquer, pour manifester, étaient vrais ou faux? C'est à ce niveau-là qu'on devrait parler, parce que ces gens des mouvements citoyens-là sont des citoyens congolais qui ont des droits et des devoirs, et je ne pense pas que la question devrait être déplacée sur ce terrain-là, bon. Même si dans les cadres de la société civile en général, même les pays lui-même reçoivent des dons de gauche à droite, on cherche des investisseurs. Donc, mais les mouvements citoyens ont été au service vous les appelez prédateurs, je n'ose pas les appeler prédateurs, pour déstabiliser leur pays. Ça n'a pas commencé ici, l'Afrique de l'Ouest, où des coups d'État se succèdent. Ces jeunes, on ne les amène même pas dans les institutions, ils sont oubliés complètement. C'est une parenthèse que je referme. Heureusement, j'ai dit au début, c'est une piqûre, comme le disait un acteur politique congolais. Vous avez appris la mutualisation, selon ce qu'on nous raconte, des efforts dans la traque des ADF. Et au niveau du forum citoyen, comment avez-vous accueilli la nouvelle? Vous avez une autre lecture en tant que juriste d'abord? Oui, en tant que juriste, d'abord, en tant que tout citoyen, nous avons appris l'information par voie de RFI, qui nous a informés. Par la suite, nous avons vu les porte-paroles. Ce sont les médias congolais qui l'ont annoncé d'abord. Qui l'ont annoncé, mais nous avons vu, en tout cas, la grande révélation, c'est avec RFI. Et après les annonces de RFI et des autres médias internationaux, nous avons vu la conférence de presse des 3 porte-paroles des institutions. Mais là n'est pas la question. Nous avons appris la question avec beaucoup de peine et aussi beaucoup de réserve, parce que le pays ou l'État dont on annonce l'entrée chez nous, l'entrée éventuelle, parce que les institutions n'ont pas confirmé qu'ils sont entrés. On a annoncé les actions conjointes et non pas l'entrée. Même si les réseaux sociaux nous montrent parfois des images qui montrent certains traversées. Mais nous nous sommes posé plusieurs questions, parce que d'abord, sur le plan constitutionnel et sur le plan légal, la décision, par exemple, de l'autorisation de l'entrée sur les territoires, de mutualisation des actions conjointes, parce que cette mutualisation-là, c'est ce qu'on ne nous dit pas vraiment clairement, c'est que lorsqu'on identifie que les ADF sont à tel endroit, l'armée ougandaise peut traverser sans même toute autre formalité pour frapper les ADF là où ils sont, et
si l'armée congolaise trouve que les ADF sont aussi à tel autre endroit en Ouganda, ils peuvent aussi faire la même chose. Mais nous, on dit, notre constitution, l'article 213, l'alinéa 1er, impose au gouvernement de la République qu'en cas de tels accords, il faut informer la représentation nationale. Et il faut aussi ne pas oublier que ces opérations se font ou s'opèrent pendant l'état de siège. Pendant cet état qui est encadré juridiquement et constitutionnellement par des actes. D'abord, l'ordonnance présidentielle déclarant cet état de siège sur une partie du territoire, les provinces concernées, mais aussi une autre ordonnance, l'ordonnance numéro 21/016 de mars 2021, portant mesures d'application de l'état de siège. Et tout ce qui s'est fait dans le cadre de cet état de siège doit être encadré par cette ordonnance-là. Or, dans cette ordonnance-là, si vous lisez notamment les articles 4 et 5 qui donnent le pouvoir exorbitant aux autorités militaires, vous ne trouvez pas la carte blanche ou la possibilité donnée soit au président de la République ou au gouvernement de pouvoir entretenir ou commencer ce genre d'opération au nom de l'état de siège qui est un état d'exception. Ce qui veut dire que pour cette question-là, pour ce genre d'opération, il faut respecter la normalité, la légalité normale, c'est-à-dire les dispositions constitutionnelles qui imposent à ce que la procédure soit respectée, notamment l'information à la représentation nationale. Martin Milolo, le président de la République est le commandant suprême des forces armées et de la police. Pendant l'état de siège, est-ce qu'il ne peut pas prendre des mesures exceptionnelles? Que disent les lois? Le président de la République, l'article 69, lui donne et nous énonce tous ces titres: magistrat suprême, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police. Mais le président lui-même a prêté un serment à l'article 70 qui lui impose donc le serment pendant lequel il a promis de pouvoir observer la Constitution. Donc le président lui-même respecte la Constitution. Voilà pourquoi il nous parle même de l'état de droit. Et cet état de droit s'impose même sur lui-même. Et suivant cet aspect des choses-là, le président de la République, l'article 213 dont je vous ai énoncé ici, l'article 213 de la Constitution, alinéa 1er, lui donne les prérogatives de négocier les accords internationaux non soumis à la ratification, et il peut aussi ratifier certains de ces accords. Mais il ne conclut pas. Le président peut négocier des accords, il peut s'entendre avec ses homologues, mais celui qui conclut, c'est le gouvernement de la République. Et c'est ce gouvernement, qui, en concluant, qui engage aussi sa responsabilité devant le Parlement, parce qu'au moment où il faudra que la question soit débattue au niveau de l'Assemblée nationale, le président de la République étant irresponsable politiquement, ne répondant pas politiquement devant l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement. Voilà pourquoi la Constitution voudrait que le gouvernement puisse signer et qu'au moment venu puisse y répondre. Et dans le cas d'espèce, le président n'a pas compétence de pouvoir conclure ce genre d'accord. Il peut les négocier, mais c'est son gouvernement qui peut les conclure. Or, en concluant, l'article 213 de la Constitution dit qu'il faut informer la représentation nationale. Et même dans le cas d'espèce, même s'il s'agit du gouvernement qui conclut... Vous avez demandé au Parlement, Abatou Lukwebo et Mboson Kodia, ils vous ont dit qu'ils n'ont pas eu l'information? En tout cas, ce que nous lisons dans le média et ce que nous apprenons de députés nationaux, il y en a parmi eux qui disent bon voilà, si on a pris cette mesure, c'est nous qui avons demandé.
Et les autres se voient surpris, comme tout le monde. Certains aussi, il faut voir dans les médias sociaux, qui sont en train de tweeter, qui sont surpris comme tout le monde. Donc, on n'a pas une communication officielle au niveau du Parlement, parce qu'il faut dire que le Parlement a le Sénat et l'Assemblée nationale. On n'a pas une communication, que ce soit au niveau du Sénat ou au niveau de l'Assemblée nationale, qui dit que d'abord il y a eu accord. On ne nous dit pas s'il y a eu accord ou pas. Et aussi s'il y aurait eu accord, si on a informé l'Assemblée nationale ou pas. Jusque-là, le porte-parole du gouvernement, dans sa conférence de presse avec le porte-parole de l'armée et de la police, n'ont pas cité la question de l'accord. N'ont pas cité que voilà, sur le plan juridique, pour que cette armée-là puisse avoir la possibilité d'entrer, même si elle n'est pas encore entrée, mais pour avoir cette possibilité, cette éventualité-là, il faut les mécanismes juridiques donc appropriés soient activés. Il n'a pas cité ou souligné quelque chose dans ce sens. L'Assemblée nationale et le Sénat autorisent, nous sommes déjà à la 13e fois, autorise justement la prorogation de l'état de siège dans ces deux provinces, Ituri et Nord Kivu. En temps de siège, est-ce que le président, ayant déjà le cutus du Parlement, est-ce qu'il ne peut pas exercer des pouvoirs exceptionnels? Je suis en train de vous interroger comme un homme, un citoyen lambda, un Congolais, voilà, à part entière. Oui, oui. En tant que citoyen et aussi en tant que militant des mouvements citoyens, parce que il faut dire que ces questions-là, nous les discutons ici, mais ce sont des questions qui engagent des vies humaines. Il y a des gens qui meurent. Et notre gouvernement a l'appui de la population pour finir la question de l'insécurité à l'Est. Mais il faut que nous puissions le faire de manière propre pour éviter que nous puissions revivre l'histoire dans notre pays, et notamment dans les cas qui concernent l'Ouganda. Je vous rappelle que nous avons un arrêt du 19 mai 2005 de la Cour internationale de justice condamnant l'Ouganda pour ses activités armées sur le territoire du Congo. Et ces activités-là ne sont pas seulement par rapport à l'intervention à Kisangani dont on parle, mais aussi l'entretien ou le soutien des groupes armés sur notre territoire. Donc ça, c'est aussi une donne dont il nous faut... Ça, c'est au niveau du contenu. Ça, c'est au niveau du contenu. On ne pouvait pas chercher à résoudre un problème avec celui qui constitue déjà un problème, parce qu'au niveau de la cote 280 de cet arrêt-là de la Cour internationale de justice qui est sur Internet, tout le monde peut la consulter, la Cour a clairement condamné, a engagé la responsabilité internationale de l'Ouganda pour la commission des faits internationalement illicites, qui est notamment le soutien des groupes rebelles, des groupes armés contre la République démocratique du Congo. Là, on ne parle pas des ADF. Et donc, nous avons ce précédent-là. Effectivement, pour revenir à votre question, le président public, dans le cadre de la légalité d'exception, qui est organisé au niveau de l'article 85 de la Constitution, l'état d'urgence et l'état de siège, il faut dire que pendant des années successives, le président a utilisé les deux modalités de cette légalité-là. Il a décrété l'état d'urgence sanitaire, et aujourd'hui, avec l'état de siège, qui lui donne effectivement beaucoup de pouvoirs. Mais pendant ces pouvoirs-là, il y a par exemple l'article 61 de la Constitution qui lui impose, quand même en cas de cette situation-là, il y a certaines limites qu'il ne faut pas dépasser. Effectivement, il a le pouvoir exorbitant. Par exemple, il peut nommer les autorités provinciales qui sont normalement élues dans le cadre du régionalisme constitutionnel. C'est connu justement. Mais dans ces cas d'espèce, le président ne peut pas conclure ce genre d'accord sans passer par le gouvernement et sans passer par le Parlement. Sous Joseph Kabila, vous connaissez ce qui était arrivé entre lui et Vital Kamerhe, alors président de l'Assemblée nationale. En clair, est-ce que Joseph Kabila avait recouru au Parlement en cette période-là pour les opérations conjointes avec l'armée rwandaise?
Oui, l'expérience malheureuse qui a conduit à la démission de l'honorable Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de l'époque, c'était justement la question, parce que lorsqu'on lui a posé la question par la radio Okapi, comme c'est toujours les médias comme aujourd'hui, il a dit ne pas être informé. Et sur le plan, pourquoi ça créait des problèmes au niveau de sa famille politique? Parce qu'il y avait des juristes, des constitutionnalistes qui savaient que, en répondant de cette manière-là, il rejetait un peu et il démontrait que la procédure n'a pas été tout à fait respectée. Donc voilà pourquoi nous disons, parce qu'on nous dit que l'accord n'est pas encore conclu, si éventuellement il peut être conclu, il faut suivre la procédure, mais aussi prendre des précautions, parce que l'Ouganda, c'est quelqu'un qui nous a déjà fait des problèmes dans le passé. On ne peut pas lui donner la carte blanche au risque que nous puissions regretter. Merci. Demain. Martin Milolo, je vous remercie d'être venu. Merci beaucoup, cher. Autour de ce sujet d'actualité, je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du mouvement citoyen dénommé Param Citoyen. Merci beaucoup, cher Aîné Fabien, pour l'invitation. Merci à vous également de nous avoir donné de votre temps. Le journal, dans moins de 10 minutes sur votre chaîne. Et après, avec le même plaisir, bonsoir chez vous.